C'est Léa et Clémentine de Road to Cinéma et aujourd'hui nous recevons la réalisatrice et productrice Anissa Bonnefond. Anissa, bonjour, bienvenue sur le plateau de Road to Cinéma. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi, comment vas-tu? Très bien, franchement, plutôt pas mal. Malgré la configuration actuelle, j'ai la chance de pas mal bosser, donc ça aide à aller bien. Donc Anissa, tu es réalisatrice et productrice. En 2017, tu montes ta boîte de production, Stella Marie. Cette boîte te permet d'avoir une certaine liberté et c'est ce qu'on ressent dans ton documentaire Wonder Boy. Tu réalises avec Olivier Roustin, directeur de la maison Balmain, né sous X, qui jour après jour, sous l'œil de ta caméra, découvre ses racines. Alors tout d'abord, félicitations, car tu as été nommé au César du meilleur film documentaire. Et tu as remporté aussi la mention spéciale du jury du meilleur film documentaire au festival du film Tribeca. Bah, merci beaucoup. Donc moi je voulais te demander comment est née cette histoire de confiance entre Olivier Roustin et toi? Bah, c'est la vie qui nous a tous les deux mis sur le chemin l'un de l'autre. J'avais pas prévu de faire du documentaire dans ma vie. Moi j'écrivais des fictions, j'avais fait des courts-métrages, réalisé des courts-métrages, j'avais écrit des longs-métrages en coécriture avec mon ex-mari. J'habitais à Los Angeles, j'étais de passage à Paris 3 jours. Ma maman lui a vendu sa maison qu'on voit dans le documentaire et je l'ai rencontrée absolument par hasard ce matin-là. Maman m'avait un petit peu raconté son histoire parce que moi j'ai été abandonnée par mon père biologique, donc j'ai pas la même histoire qu'Olivier, j'ai un pas de la DAS. Mais en attendant, je comprends ce sentiment d'abandon et du coup, maman m'avait un petit peu raconté son histoire que je connaissais pas et en le rencontrant, c'est venu très naturellement en fait sur la table de parler de ça et je lui ai demandé s'il avait fait des démarches déjà pour essayer d'ouvrir son dossier et comprendre d'où il venait. Et il m'a dit qu'il n'avait pas encore... Enfin, qu'il avait essayé à 16 ans et puis qu'il a eu peur qu'il n'ait pas allé au bout de la démarche. Et on a commencé à parler de tout ça et c'est devenu très naturel et je lui ai dit mais c'est fou avec ton histoire, ton succès, enfin vraiment c'est un conte de fées, personne ne t'a proposé de faire un docu alors qu'il y a plein de docus sur les designers soit morts, soit très vieux. Bon et voilà, je dis toi c'est vraiment quand même une histoire en plus hyper contemporaine que je trouvais vraiment belle, dont il fallait parler pour moi aujourd'hui et il m'a dit non et c'est parti comme ça. Faire Wonder Boy et accompagner au quotidien Olivier dans sa quête d'identité ont dû être éprouvants. Avec un sujet comme celui-ci, est-il possible de conserver une certaine distance entre sa vie personnelle et son engagement auprès de la personnalité pour qui tu travailles? C'est difficile, honnêtement c'est difficile parce que c'est vrai que la quête d'Olivier, elle était difficile, c'est quand même douloureux et puis inquiétant. Enfin, il est passé par beaucoup d'émotions différentes. Moi, j'avais la responsabilité d'être à côté de lui durant sa quête, donc je pouvais pas le laisser. C'est vrai qu'on savait pas quand la DAS allait nous appeler, quand est-ce qu'on allait avoir des retours. Donc c'était des échanges permanents, même quand on tournait pas. Voilà, ces fluctuations aussi émotionnelles où il fallait pouvoir en parler. Donc oui, Olivier, il a vraiment fait partie. Il fait toujours vraiment partie de ma vie, mais évidemment pas de manière quotidienne. Alors que pendant 2 ans et demi, ouais, c'était quotidien. Je fais mon métier avec tellement de passion qu'en fait ça fait partie de ma vie. Je le vois même aujourd'hui dans mes autres projets, que ce soit docu ou fiction. C'est très difficile, je trouve, de séparer. Et moi, en plus, j'aime beaucoup, je dois dire, mélanger ma vie et mon travail. J'ai 2 enfants, j'adore les emmener sur mes tournages, leur montrer mes premiers teasers pour voir s'ils comprennent. Parce que je me dis, s'ils comprennent, tout le monde va comprendre. Donc j'avoue que je trouve ça assez joyeux de pouvoir mélanger ma vie et mon travail. Le documentaire Wonder Boy est sorti sur Canal+. Il a eu énormément de bonnes critiques. Tu as du coup été nommé au César du meilleur film documentaire. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette annonce? Ah bah j'étais hystérique. Enfin franchement j'étais très très contente. Non mais c'est vrai, c'est fabuleux d'avoir réalisé un premier docu, d'être nommée. C'est un rêve d'enfant en fait. Moi je suis une vraie passionnée de cinoche, je regarde des films depuis toujours, j'en montre à mes petits. Et j'ai toujours suivi les Césars petites, et ados et tout ça. Nous aussi. Donc voilà. Donc on se comprend très bien. Donc oui, j'étais extrêmement heureuse, c'est marrant, j'étais
Je crois que c'était un mercredi matin l'annonce, ouais, puisque j'étais avec les enfants qui n'avaient pas école justement à la maison. Je crois que mon fils faisait son cours de piano, moi j'étais avec ma fille, on faisait les devoirs, et je dis attends Alma, je crois qu'il y a la conférence de presse là, machin, et je regarde, et puis l'annonce arrive, et on était les derniers à être cités. Oui, c'est vrai. Et donc du coup j'avais mon cœur qui battait, j'avais ma fille qui disait c'est pas toi, c'est pas toi, c'est en plus c'est un W, c'est pour ça, donc à la fin par ordre alphabétique. Ouais. Et quand ils ont dit Wonder Boy, bah là on a crié toutes les deux, et du coup mon fils est venu dans la chambre, ça y est, t'as le César. Non, je l'ai pas, mais on est nommés. Donc c'est trop simple. Ouais, c'était un très très joli souvenir, bien sûr. Et puis après, quand j'ai eu Olivier qui était super heureux, ça aussi pour moi, c'est ça, je pense, la magie du documentaire, quand on suit quelqu'un, qui a ce lien qui se crée. En fait, il y a une responsabilité très forte aussi qui je trouve, qui est née chez moi. Par rapport à Olivier, j'avais besoin, il a mis une telle confiance en moi, une confiance en l'histoire, que je me suis sentie très responsable, et j'avais besoin que le film lui plaise, honnêtement. Et donc dès qu'il y avait quelque chose de beau autour du film, j'étais tellement heureuse de pouvoir le partager avec lui, en fait. C'était très fort. Parmi tes prochains projets, tu vas réaliser ton premier long métrage de fiction, adapté du livre La maison d'Emma Baker. Le livre raconte sans complaisance la vie d'une femme dans un bordel, l'examen du corps de la femme, de son propre corps, donc qui en ressort fascine. Son phrasé est piquant et entier, et le récit est cru, rude et parfois violent, mais cette expérience vécue par son autrice est très bouleversante. Pourquoi as-tu décidé d'adapter ce film au cinéma ? J'ai rencontré le producteur Clément Miseret de Radar Film. Il a vu de Wonder Boy, il a été très touché, il m'avait dit j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble. Bon, j'étais évidemment très heureuse à cette idée-là, et il fallait qu'on trouve le projet commun. Et Clément m'a rappelé quelques semaines plus tard en me disant voilà, j'ai lu ce bouquin, est-ce que tu l'as lu ? Et je l'avais pas lu. Il m'a dit je pense que tu pourras en faire un film incroyable. Donc c'est vraiment l'idée de Clément à la base. Donc j'ai tout de suite acheté le livre à la fin de notre conversation, je l'ai lu, je l'ai rappelé, je fais oui, 1000 fois oui. On y va. La possibilité de parler, oui, de la femme, bien sûr, du corps de la femme, du positionnement de la femme à travers aussi la sexualité dans la société. Je trouvais ça très intéressant, sans tabou. Et le rapport homme-femme, parce que son livre parle aussi beaucoup, je trouve, du rapport homme-femme, et ça m'a beaucoup touchée. C'est-à-dire que je partais avec des a priori au départ, justement, potentiellement des hommes qui pouvaient aller au bordel, parce que là, donc, elle rentre dans une maison close, puisque c'est en Allemagne, et qu'en Allemagne, la prostitution est légale, contrairement à chez nous. Et du coup, j'ai été aussi très touchée par les caractères masculins qu'elle dépeignait, et ça m'a intéressée. Et évidemment, les femmes, tous les autres rôles aussi des prostituées, j'ai adoré. Donc, je me suis dit que là, il y avait beaucoup de sujets qui, moi, en tout cas, m'intéressaient et dont j'avais envie d'explorer, en fait. Je coécris avec un mec formidable qui s'appelle Diastem. Il écrivait des romans, puis il a été journaliste. Il a écrit pas mal de scénarios, beaucoup de scénarios, avec aussi des grands réals comme Christophe Honoré. Il a réalisé notamment un film dont on a pas mal parlé, qui s'appelait Un Français, sur les skinheads, qui est sorti il y a, je pourrais plus vous dire quand, mais il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça. C'est un mec super, et au départ, évidemment, je m'étais dit, on en parlait avec Clément, on se disait ça serait bien peut-être une co-scénariste, une femme. Et puis très vite, on s'est dit, bah non, il faut surtout pas rentrer dans cet écueil-là et se dire, non, film de femme. J'ai trouvé ça très difficile et douloureux, sincèrement, ces mouvements beaucoup trop féministes. Et Dieu sait que j'aime la femme et que je me bats évidemment aussi pour nos droits, et c'est une évidence, en fait. Tous les extrêmes, pour moi, sont mauvais. Et j'ai trouvé ça difficile, notamment justement à la période des Césars. Ça allait très loin, et du coup, on écartait vachement les hommes, en fait, de notre combat, et je vois pas pourquoi. Parce qu'on est une humanité, c'est les hommes, les femmes, on peut pas vivre les uns sans les autres. Et je trouve ça très important, justement sur un sujet comme ça aussi, qu'il y ait des hommes qui m'accompagnent autant que des femmes. Enfin, moi j'ai envie qu'on vive en union, quoi, et en harmonie. C'est assez différent de ce que tu as l'habitude de faire. Est-ce que tu penses rencontrer de certaines difficultés du fait que ce soit un roman? C'est marrant parce que c'est différent, et en même temps, quelque part, il y a une similarité dans le processus de travail d'écriture, puisqu'en fait, je raconte l'histoire d'une jeune femme vivante avec qui je suis en contact. Là, une fois encore, il y a quelque chose qui touche à la vérité. Après, c'est vrai que c'est une adaptation cinématographique, donc il y a besoin évidemment qu'il y ait une structure qui marche pour en faire un film. Il y a des choses qui devront être un petit peu différentes parce que voilà, un film se construit différemment qu'un roman, bien sûr, qu'elle a pu avoir plus de 400 pages et que nous, on va avoir 1h30, donc aussi il faut condenser tout ça. Je trouve ça plutôt très agréable. C'est la première fois que je m'attelle à la tâche d'une adaptation, et je trouve ça très chouette d'avoir en fait un médium déjà là qui m'aide, en fait, et puis surtout parler de la prostitution
de manière très honnête au cinéma, je trouve ça génial. Parce qu'on a eu évidemment des très beaux films comme La Polonide, mais c'est vraiment un fantasme de la maison close. Moi, c'est très différent. Je veux vraiment essayer d'être le plus honnête, le plus juste et très contemporaine. Pour l'instant, je chéris tout ce processus et ça se passe plutôt bien. Quels sont tes espoirs pour l'industrie du cinéma, justement dans ce monde parfois anxiogène, dur, violent? Bon, on y trouve quand même heureusement beaucoup de poésie dans la culture, dans la nature, dans plein de choses qui nous réconfortent. Pour toi, est-ce que c'est une question de prisme ou c'est une réalité universelle? Je pense que le cinéma est très important parce que je crois que dans nos vies, en fait, on a tous besoin de s'évader, de s'échapper. Et le cinéma permet de toucher vraiment un large public, peut-être plus que les livres. Même moi, je suis une grande lectrice, mais je veux dire, c'est vrai que c'est plus accessible et que quand on sort d'une dure journée, ça nous fait du bien aussi de nous laisser juste aller et pas trop réfléchir. C'est primordial pour moi de pouvoir voyager. Le cinéma nous permet de voyager. J'espère du fond du cœur qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on va réussir à garder nos petits cinémas d'arrêt d'essai, qu'on va réussir à continuer à produire du cinéma indépendant qui raconte des histoires justement très humaines et qu'on va pas finir à aller au cinéma seulement pour voir des gros blockbusters. Je trouverais ça très malheureux même pour nos enfants parce que le cinéma quand même dépeint aussi nos époques à chaque fois et que regarder les films des années 60, c'est fabuleux, ça nous permet de comprendre l'époque de nos parents. Je me suis battue avec Wonderboy pour qu'il aille au cinéma, ce qui n'est pas évident du tout pour un documentaire, donc je continuerai à me battre pour que mes films, en tout cas, je réussisse, j'espère à ce qu'ils aient une sortie salle, mais c'est très utopiste parce que la réalité aujourd'hui du métier est plus compliquée avec les plateformes. C'est difficile de survivre en fait en sortant au cinéma et c'est tellement de travail un film et tellement d'argent aussi, honnêtement, que ça reste une industrie aussi et du coup on veut que nos films soient vus et qu'ils fassent des entrées pour pouvoir en faire d'autres tout simplement. On travaille pas sur un projet pendant 2-3 ans pour que seulement quelques personnes le voient, on a envie qu'il soit vu, d'en parler, donc j'espère que notre cinéma va survivre parce qu'il est beau en plus notre cinéma français, c'est quand même une industrie chez nous très importante. Tu parles du cinéma avec beaucoup de passion et j'aurais aimé connaître tes inspirations. Qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma? Je suis une grande fan du cinéma italien d'après-guerre. Mais vraiment, voilà. Je dois avouer que c'était un lien très fort avec le papa de mes enfants et moi, qui lui est italien, il est de Rome. On s'est vraiment retrouvés là-dedans parce que justement, une fois encore, ce cinéma nous racontait vraiment les époques, les gens, les personnes, ce qu'ils vivaient, les traumatismes avec toujours beaucoup, malgré tout, de vie. Je trouvais ça tellement vivant, les personnages qui racontaient, qui dépeignaient, même un personnage hyper simple ou très commun, il y avait toute une vie derrière et on ressentait, je sais pas, toutes ces palettes d'émotions et avec beaucoup de drôlerie. C'est-à-dire que même les drames, il y avait toujours beaucoup de tendresse et de drôlerie derrière et ça, je trouve ça fabuleux puisque pour moi, c'est la vie en fait. J'adore cette période du cinéma en Italie. Après, évidemment, j'ai aussi des Français que j'aime beaucoup et des Américains, Kubrick, les Lynch que j'adore. Moi, l'image m'importe beaucoup. Je travaille toujours avec le même chef opérateur, Thomas Brémond. On grandit ensemble et ça, je trouve ça très chouette. Et c'est vrai qu'on est tous les deux des passionnés. On s'envoie à chaque fois des films à regarder, des inspirations. C'est vrai que les réalisateurs qui ont une image très forte et moi, m'inspirent beaucoup. Les Coréens d'aujourd'hui, les Japonais plutôt de l'époque de Kurosawa, d'Ozu. C'est fabuleux parce qu'on voyage en fait et je trouve ça dingue. Mais Fellini quand même. Ah oui, bah oui. Ah là, Fellini, j'ai quand même un petit... je peux tous les voir, les re-revoir. Un de mes films préférés... Vraiment de tous les temps, c'est Les Nuits de Cabiria de Fellini que j'adore, qui est très dur, qui est moins fou dans sa réalisation, mais qui est tellement poignant. Ce film me bouleverse à chaque fois que je le vois. Tu as réalisé des courts-métrages, un documentaire. Ouais. Tu es en train de réaliser ton premier long-métrage de fiction. Je suis en train de réaliser un documentaire en ce moment. Je suis en plein tournage. Mais c'est super. Ouais, c'est super. C'est une très belle histoire encore. Alors là, pour le coup, je suis une femme qui s'appelle Nadia Nadim, qui est joueuse de foot au PSG féminin, qui est un peu la star du PSG féminin. Elle est égérie pour Nike, elle travaille à l'UNESCO parce qu'en fait, l'histoire de Nadia est extrêmement touchante. Elle est d'origine afghane, elle a dû quitter l'Afghanistan à 10 ans avec sa maman et ses 4 sœurs parce que son papa était un colonel évidemment opposant au régime taliban, pro-colonel Massoud, et il s'est fait assassiner par les talibans. Donc Nadia et sa maman et ses 4 sœurs ont dû s'enfuir. Elles ont eu 2 ans d'exil absolument
atroce. Elle va arriver à Londres, elles sont arrivées au Danemark. Et puis Nadia, dans les camps d'insertion au Danemark, en fait, a découvert le football, une petite fille de 12 ans qui a découvert la liberté, en fait, que ce sport lui procurait après 2 ans enfermée dans les voitures, les trains, les sous-sols, et bon voilà. Là, enfin, en fait, en courant derrière ce ballon, c'était la liberté, la vie. Elle était très douée, elle est devenue joueuse professionnelle. Elle joue pour l'équipe nationale du Danemark, elle joue pour le PSG depuis 1 an et demi. Et c'est un rayon de soleil. C'est-à-dire quand on apprend son histoire et qu'on l'entend parler et qu'on voit la façon qu'elle a aujourd'hui d'appréhender la vie, je trouve ça fascinant. J'avais très envie de raconter son histoire. Donc moi, une fois encore, j'aime les quêtes. Voilà, ça reste quand même un sujet de prédilection. Et donc on part en fait avec Nadia retrouver la boîte que la maman de Nadia avait laissée à sa tante à l'époque, donc quand elles sont parties. Maintenant, c'était il y a 20 ans. Elle a laissé cette boîte en fait à Kaboul à sa tante dans laquelle il y avait les médailles de son papa. Et elle a demandé à sa tante de les garder et la tante les avait enterrées dans son jardin parce que les talibans descendaient en fait chez les gens pour voir s'il y avait des opposants et les tuer tous. Donc c'était très 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 violent. Et on part retrouver cette boîte. Sauf qu'évidemment la tante n'est plus vivante, la maison a été vendue, donc on est voilà. Waouh, c'est génial. Ah ouais, vraiment. Voilà, donc je suis en plein tournage de ça. C'est dingue, on dirait une fiction, mais c'est la réalité. Ouais, du coup, je trouve que c'est encore plus fort. La réalité dépasse la fiction et j'adore en fait le documentaire pour ça. J'ai vraiment découvert le documentaire et aujourd'hui, j'aurais du mal à ne faire plus que de la fiction ou que du documentaire. J'ai vraiment les deux, pour moi, sont fabuleux. C'est une façon de s'exprimer différente et je trouve ça génial. Tu as également réalisé, il me semble, des clips, notamment un pour la Maison des Femmes. Oui, ouais, j'ai réalisé. Avec Oxmo Puccino. Ouais, avec le génial Oxmo, ouais. En fait, Oxmo avait écrit cette chanson qui s'appelle Tendrement, qui est une très jolie chanson pour les femmes, et il savait pas comment l'employer. Il l'avait pas mis dans son album parce qu'il ressentait qu'il y avait autre chose à faire avec cette chanson. Et il a proposé en fait de l'offrir à la Maison des Femmes pour les aider et pour que chaque écoute, chaque clic, chaque achat, chaque argent en fait engendré par cette chanson puisse leur revenir. C'est très beau qu'il ait fait ça et il m'a proposé de faire son clip. En fait, c'est Olivier Bassuet qui était le producteur et Julie Mamoumani qui est Mamouze, la fille très rigolote du confinement qui a son Instagram là, qui fait rire tout le monde, qui est ma grande amie en fait. Julie m'avait présenté Rada Hatem, la présidente de la Maison des Femmes, le docteur qui a monté cette association. Quelques semaines auparavant, en fait, on en avait parlé pour éventuellement les aider complètement sur un autre projet. Et du coup, quand la chanson d'Oxmo est arrivée, Olivier et Julie se sont associés. Ils ont dit, Anissa, évidemment, il faudrait que tu le fasses. Enfin, c'est voilà. Et avec Oxmo, c'est très bien entendu. J'ai adoré travailler et avec Oxmo et puis pour la Maison des Femmes. Je trouve, enfin, voilà, ça, c'est des projets géniaux à faire. Et si on peut aider, c'est super. En faisant ce qu'on aime en plus. Enfin... Nous, on a un public qui est assez jeune chez Road to Cinéma et on reçoit des DM quasiment tous les jours de jeunes réalisateurs, de jeunes producteurs qui nous disent « Mais comment on fait pour se lancer ?» Déjà, je pense qu'il faut être vraiment passionné parce que c'est dur. Moi, j'ai galéré grave. J'ai vraiment mis du temps avant d'être capable de faire mon premier format long, donc avec Wonderboy, et d'avoir du coup la possibilité aujourd'hui qu'on m'appelle, qu'on me propose des choses. Je me sens tellement bénie et je suis très heureuse d'en être arrivée là, mais ça a été long. Mon premier court-métrage, je l'ai fait il y a 13 ans, donc c'est un long chemin. Après, évidemment, il y a la vie aussi qui fait qu'on a tous nos aventures à côté de ça et qui peuvent nous éloigner à certains moments et puis on y revient. Mais je pense qu'il faut être très passionné parce que c'est pas facile. Il faut y croire à fond, il faut travailler beaucoup. Moi, je travaille beaucoup. Ça, c'est vrai aussi. Regardez beaucoup de films. Vraiment, je pense qu'il faut se faire une culture cinéma, c'est important. Parce qu'on a besoin en fait de s'enrichir, parce qu'on a besoin de trouver des idées, puis parce que finalement, tout est une réinvention de ce qui existe déjà. Et donc je pense que c'est riche de se nourrir des autres, des grands, et puis croire très fort et puis bosser, et être singulier, et pas essayer de copier les autres. Je pense aussi c'est important, s'enrichir des autres, mais ne pas copier les autres, avoir son mot à dire. C'est les seuls conseils que je peux donner. Je saurais pas plus que ça, parce que j'ai pas fait d'école de cinoche non plus. J'ai fait du théâtre, je voulais être comédienne au départ. Donc j'ai fait une école de théâtre à New York et puis très vite j'ai compris que c'était pas mon médium à moi en fait, que j'avais besoin d'autre chose et l'écriture est venue très vite remplacer en fait cette envie d'être face caméra.
Et voilà, donc faut juste y croire très très fort et puis y aller. Il faut vraiment, par contre, moi on m'a mis des bâtons dans les roues aussi. Si on y croit, il faut y aller. Il faut se faire confiance et ne pas hésiter à vivre son rêve. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Anissa de nous avoir accordé de ton temps. On a passé un très bon moment et j'espère que toi aussi. Oui, merci infiniment, vraiment. Merci pour ta confiance, ta bienveillance. Et voilà, c'était un plaisir. Moi aussi, merci beaucoup de vous intéresser à mes projets. C'est très gentil.